Bonjour Sarah. Bonjour Roselyne. Aujourd'hui, on va parler de la gestion du stress. Du stress, de l'anxiété, que ce soit généré au travail par quelque chose de challengeant ou un stress amoureux, un stress dans sa famille, enfin voilà, peu importe, hein. La gestion du stress. Euh, on a le sentiment que seul, on n'arrive pas à se dépêtrer de ce stress et que c'est comme une espèce de boucle infinie qu'on n'arrive pas à stopper en fait. C'est très dur. C'est très dur de sortir d'un état de stress parce que généralement le stress il est en projection de l'extérieur, c'est-à-dire une insécurité. Donc c'est généralement quand dans l'enfance il y a eu un manque d'encouragement pour les enfants, un manque de regard positif, où il y a eu une insécurité, je dirais de manière générale, ou des menaces, ou des choses comme ça. Ça a été quelque chose de souffrant. Donc tout ce qui a été engrammé durant l'enfance, négatif, où l'enfant a dû compenser, s'adapter, croître un peu seul, ça va faire des adultes qui généralement auront une gestion du stress un peu plus difficile, ou en tout cas où ils seront très sujets à des formes d'anxiété. Et quand tu lui dis, effectivement, il faut se faire en gros aider ou être par rapport à cette gestion, c'est compliqué. C'est compliqué parce que même si tu te fais accompagner, le stress ne se guérit que par l'expérience. C'est-à-dire, C'est-à-dire, c'est-à-dire que si tu veux sortir d'un état stressé, il faut aller de plus en plus vers l'inconnu. Et c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire que quand tu es dans tes habitudes, par exemple, j'avais une personne, elle avait peur de prendre sa voiture. Donc en fait, elle restait de plus en plus chez elle. Mais en restant de plus en plus chez elle, vu qu'elle avait de moins en moins d'expérience, elle perdait confiance en elle. Et le stress vient d'un manque de confiance, d'une méconnaissance de soi, et surtout, du coup, ça générait un état d'anxiété derrière, parce qu'il y avait une suranticipation du potentiel accident qu'elle pouvait créer, du potentiel égarement qu'elle peut avoir en voiture en se trompant en route. Donc le stress, pour le vaincre, c'est d'aller un maximum à l'expérience, au mouvement, à l'action. Donc, quand les gens sont stressés, généralement, je recommande qu'ils fassent du sport, donc même ne serait-ce que par jour, tu vois, qui bougent leur corps. Même, voilà, t'as ton bureau, tu vas marcher un petit peu, tu bouges ton corps. Il y a une respiration qui aide bien à gérer le stress. C'est 3 mouvements, 2 inspirations rapides, une grande expiration. Donc, ça calme directement un peu le système nerveux, ça permet de se poser, ça gère le stress. Mais il faut passer à l'expérience, il faut passer dans le mouvement. Tu peux pas rester quand quelqu'un est stressé à quelque chose de théorique. Sinon tu t'enfermes dans le mental et en fait le mental quoi, c'est de l'énergie électrique. Le stress c'est quoi? C'est quelque chose d'électrique, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est irradiant, c'est c'est le stressant. système parasympathique, c'est ça? Sympathique. Sympathique. Ouais. Souvent, on parle du système sympathique et parasympathique. Quelle est la différence? Parce que souvent, on se plante, on est, tiens, mon système parasympathique, mais non, c'est le sympathique. Enfin, bref, je ne sais plus. Alors en fait le système sympathique il est pas sympathique, c'est ce qu'il faut retenir. Le système sympathique, c'est celui qui va produire toutes les hormones du stress, de l'angoisse, la peur, le cortisol, la noradrénaline, l'adrénaline, enfin les substances qui vont venir stimuler le corps. Généralement, c'est des mécanismes de survie, c'est pour de la fuite, c'est pour survivre à une situation. On en avait davantage quand on était, on va dire, plus primitif par rapport au monde animal, où on devait survivre, où on se faisait manger. Et le système, par contre, parasympathique, c'est le système de production des hormones du bonheur. Donc l'ocytocine, les endorphines, la dopamine, ça va être les hormones du plaisir avec des systèmes de récompense court, moyen terme, long terme. Et pour gérer son stress, en fait, c'est d'arrêter de nourrir du coup la production du système sympathique pour aller après vers le système plus parasympathique. Donc, en revenant effectivement dans la notion de l'instant présent, en disant qu'on n'est pas responsable de ce qu'on ne peut pas gérer de toute façon, qu'on fait au mieux. Et là-dessus, il y a un exemple qui marche bien, c'est de se dire que quand tu as comment ça s'appelle un truc que tu peux régler dans les 5 minutes, une problématique que tu peux régler dans les 5 minutes, à ce moment-là, tu le fais directement dans toute ta liste de choses à faire. Au plus court, tu le règles, tu le résous. Et tout ce qui va être résolu dans du long terme, tu emploies au moins 1 heure chaque jour. Par exemple, tu as de la sale entre les dents, tu peux l'enlever de suite. Tu as un problème dans ta voiture au niveau ménage, tu peux faire le ménage dans ta voiture facilement. Par contre, si tu as un examen à passer,
Tu peux pas forcément le passer directement quand toi tu le veux. Donc c'est de vraiment œuvrer après un petit peu chaque jour et pas attendre à la dernière minute. Mais tu as beaucoup de personnes qui attendent de l'échéance pour se mettre dans un stress à fond, donc produire du cortisol et de l'adrénaline pour passer leurs examens où ils révisent qu'au dernier moment en fait. Oui. Et d'ailleurs, ce cortisol, il est produit, je crois, par les surrénales, donc dans les reins, ces petites... Les glandes surrénales qui sont juste au-dessus des reins. Et ces glandes surrénales, effectivement, généralement, elles mettent à mal notre énergie vitale, puisque en médecine chinoise, on voit que l'énergie vitale est bien contenue dans les reins, donc ce qu'on appelle un vide de qi ou un vide d'énergie. On peut les frotter d'ailleurs. On peut les frotter. Avec de l'épinette noire, c'est bien aussi. De l'huile essentielle d'épinette noire, ça va venir amener une chaleur. Donc, prenez une goutte dans chaque main, ça va stimuler. Mais par contre, les tenir au chaud, les bouillottes, les choses chauffantes, ça va faire le plus grand bien. Effectivement. Voilà, donc là, c'est le mécanique. C'est important de savoir déjà comment biologiquement le stress fonctionne. Donc là, on va aller voir plutôt comment je peux gérer mon stress seul. Alors souvent, il y en a qui sont aidés de leur psychologue, ou d'autres qui ont des énergéticiens, d'autres qui font leur yoga. Enfin, chacun a un peu sa technique. Mais globalement, quand la roue est partie et qu'elle ne s'arrête plus, qu'est-ce que toi tu préconises pour couper en quelque sorte la mauvaise pente du stress et qui peut arriver au burn-out? Couper la mauvaise pente du stress, ça dépend, après là c'est assez spécifique, ça dépendra du degré, ça dépend si la personne est sous médicament ou pas, parce que des fois les anxiolytiques peuvent aider aussi, ça peut être de bonnes béquilles aussi. Moi ce que je dirais de base, ce que tout le monde peut faire, c'est se raccorder à sa respiration. Reprendre des temps de détente, des temps à rien faire, on va juste se centrer sur soi. Pas pour faire des actions, produire un résultat à l'extérieur, mais juste retrouver une forme d'intimité avec soi. Donc la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui est très bien. La cohérence cardiaque, en quelques mots, c'est le fait de prêter attention à sa respiration et de respirer à certains rythmes au niveau inspiratoire et au niveau expiratoire. Donc l'inspiration, expiration, par exemple 5 secondes inspire, 5 secondes expire, ça va permettre de calibrer le système cardiaque. Ouais. Et ça, on le fait plusieurs fois par jour. Tu peux le faire plusieurs fois par jour. Le but, c'est pas tant à la journée combien tu vas en faire, mais plus dans le temps, vraiment au fil des jours. Si tu le fais 20 fois sur une journée et après tu le fais plus, c'est comme si tu faisais 1000 abdos sur un jour et tu n'en faisais plus à l'année. Tu n'auras pas de résultat. Oui, donc tout ce qui compte, de toute façon, dans tout ce que tu dis, tout est question d'habitude et de régularité. Parce que nos mauvaises habitudes ont plus de place que nos bonnes habitudes. Exactement. Donc nos bonnes habitudes pour éviter que le stress s'installe, même si j'ai le sentiment qu'on ne maîtrise pas un stress, il te tombe dessus, un état de choc, l'accident de quelqu'un que tu aimes, l'hospitalisation de quelqu'un, voilà, tout ça va aller attaquer ta sphère émotionnelle. Donc là, ça c'est compliqué de maîtriser ça. C'est hyper compliqué, c'est pour ça qu'il faut s'autoriser à évacuer les émotions qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que tu ne peux gérer ton stress que quand tu as fini d'évacuer ton émotion. C'est-à-dire que si tu as de la colère, évacue ta colère. Si tu as de la tristesse, évacue ta tristesse, ça va être la priorité. C'est comme si tu disais à un enfant d'être rationnel alors qu'il est en détresse. Il ne peut pas faire les deux. Tu vas d'abord l'inviter à pleurer, crier, évacuer ce qu'il a évacué. Et après, une fois que c'est évacué, tu peux lui faire comprendre comment ne plus être dans cet état ou à moindre risque ou à moindre coût. Et c'est pareil pour les adultes en fait. Ouais. Bon, enfin, de ce que moi j'ai pu constater en tout cas dans mes approches de coaching et de thérapeute, on accompagne d'abord la personne sur sa problématique présente au niveau de ce qu'elle a en surface et après on va creuser en profondeur. Donc, pour moi, on ne commence pas par le noyau de l'oignon, on va commencer par les couches qui sont déjà accessibles. On peut faire par l'intérieur, mais je trouve que c'est beaucoup plus violent quand même. C'est plus hard. Et ça peut aussi être des stress qui sont en écho avec une situation d'enfance ou une situation antérieure qui vient rappeler un stress qu'on a oublié ou qui est planqué au fin fond de l'inconscient. Exactement, ça peut être des mécanismes généralement de protection. On va dire notre ego, son but, notre on va dire inconscient, c'est de ne pas mourir. Donc c'est-à-dire qu'il va tout faire pour nous préserver d'une situation de souffrance. Et c'est pour ça que les gens confondent beaucoup la peur de la mort et la peur de la souffrance. Les deux sont souvent associés, mais parce qu'il y a une perte de
puissance, on se sent impuissant. Et donc dans la gestion du stress, c'est qu'on a peur de perdre le contrôle, on a peur d'être moindre, on a peur pour notre survie en fait. Et quand dans l'enfance, on a vécu des choses qui sont extrêmement difficiles ou difficiles à gérer, même dans la communication avec l'autre, que ça soit dans les relations amoureuses, les relations familiales, ou notre rapport à l'argent, ou notre rapport même à la sécurité au sein du monde, comment on se sent en sécurité dans la rue. Mais tout ça, c'est des petites choses qui peuvent être gangrénées par des traumatismes, par des mots ou des injonctions qu'on a entendues à l'extérieur, et qui au fait n'ont pas normalement de force dans notre vie, mais qui sont dans le quotidien que l'on vit là présentement, des formes de biais de confirmation qui vont être du coup accentuées par un stress, par une émotion qui va dire mais tu vois, de toute façon on te l'avait dit, tu étais nul. Donc par exemple, si jamais tu as de la dévalorisation, toute chose que tu vas entreprendre va venir confirmer cela tant que tu y croiras. Et là on va rejoindre un peu cette notion des pensées, l'importance de choisir sur en quoi tu veux croire. Est-ce que tu veux croire en ce que la personne a mis sur toi comme étiquette, comme quoi tu es nul en ceci, cela, ou est-ce que tu veux croire en quelque chose qui peut te faire du bien? Oui. Comment on gère ce poids qu'on a dans la poitrine d'angoisse, où tu as l'impression qu'il y a une brique, c'est un parpaing Ouais. qui t'est tombé sur la poitrine. Beaucoup de gens ont ce sentiment-là et c'est difficile de s'en débarrasser. Alors quand on va chez le médecin, il vous dit c'est du stress, donc il propose des anxiolytiques, mais les anxiolytiques, ça gère le moment, ça va pas gérer la véritable cause. Et parfois, les médecins ont tendance à dire, à donner des antidépresseurs pour des angoisses, Quel est ton regard, toi, là-dessus? Là-dessus, je pourrais pas vraiment dire si c'est bon, pas bon par rapport aux antidépresseurs, anxiolytiques. Là, je préfère ne pas donner quelque chose de général parce que ça peut être propre à chacun. Si la personne a eu un vécu, en fait, chaque histoire est spécifique. Donc, au niveau du médicament, sachant que ça va pas être des traitements, par exemple, pour traiter une problématique de peau, de foie, de choses comme ça. Donc, là-dessus, je serais vraiment avec des pincettes. Par contre, ce que je peux dire sur cette douleur tu évoques au niveau du cœur, par exemple le syndrome du cœur brisé, ça existe. Ouais. Ça existe. C'est les ligaments du cœur qui à un moment donné claquent, lâchent, parce qu'il y a une trop forte tristesse. Là, je vais faire une parenthèse sur ce que j'enseigne aux gens à travers du coup, cette académie. On apprend la roue des émotions. Et généralement, dans cette roue, on voit qu'il y a un état de choc, il y a de la colère, il y a de la peur, il y a de la tristesse qui amène à des conséquences, à des profondeurs, on va dire, d'alchimie qu'on peut aller décortiquer pour refaire la roue dans le sens inverse. Mais la tristesse, c'est une grosse étape. C'est une très très grosse étape. Et généralement, elle est camouflée par de la peur, par un manque d'amour, par des choses à aller chercher. Et il faut retrouver cet amour pour soi. Quand tu as en fait une grosse détresse au niveau du cœur, c'est-à-dire que ton cœur, déjà l'amour pour toi, il est plus tourné vers l'extérieur, il y a un manque, il y a une forme de nostalgie, d'attente d'être sauvée, une attente d'être comprise, une attente d'être enfin en paix parce que on n'aura plus à se justifier, à exprimer et que l'autre nous comprendra naturellement. Mais ça, généralement, c'est parce qu'on ne se le donne pas soi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faille être hyper narcissique, pas du tout. Ça veut juste dire revenir dans une forme d'équilibre. En disant que, ok, l'autre, il a le droit aussi. Il y en a qui veulent choisir d'être mauvais, méchants et méprisants. C'est leur choix. Mais c'est juste dire, ok, mais moi, j'ai pas choisi pour signer ça. Et même si j'ai la culpabilité à laisser l'autre parce qu'il est méchant, ou il est mauvais dans son comportement, en fait, je me choisis. Et c'est d'être en paix avec ses choix. Par contre, une fois qu'on choisit, comme je dis aux gens, vous choisissez quelque chose, tenez-vous-y. C'est pas facile, parce qu'on dit oui, mais et si j'avais fait ceci, et si j'avais fait cela, la culpabilité, on peut en avoir pour différentes raisons. Et quand on fait un choix, il y a deux choses en fait sur lesquelles on décide. Ça va être soit les remords, soit les regrets. Et je dis toujours, il faut mieux avoir une vie pleine de remords. Les remords, c'est quand on fait un choix et qu'on vit quelque chose en fonction de ses choix. Et le regret, c'est de ne faire aucun choix et de rester dans une zone de confort qui t'a manqué des belles occasions et des belles opportunités. Donc le regret est plus dans la procrastination, alors que le remords va être plus à cause d'expériences vécues. Et donc j'inviterai plus les gens à essayer des choses, à tirer des leçons, et donc prendre le risque. À prendre le risque et à évoluer surtout. C'est très juste ce que tu dis. En tout cas, je te remercie parce que beaucoup de thérapeutes dans le développement personnel ou dans l'énergétique disent non, les médicaments, c'est pas bien, il faut mieux vivre ses émotions et tout. Et toi, tu dis, mais chacun, et je trouve que c'est un gage de sérieux, je t'en remercie, et d'humilité, parce que souvent, les thérapeutes, parfois, sont dans
le jugement de ce qui est bien et de ce qui est pas bien. Et toi, bah voilà, tu ne portes pas de jugement là-dessus. Donc non, mais je le note parce que voilà, je trouve ça très honnête et très bien de ta part. Donc je voulais le souligner. Écoute, merci. Voilà. Donc sur ce stress, quand même, c'est difficile de s'en dépêtrer. Pour récapituler, je dirais que la respiration est un moyen très important, hein, parce que on arrive à la fin de cette vidéo. On va traiter d'autres sujets, là, on va en refaire une. Mais la respiration, pour l'avoir expérimentée, est importante pour cet état de stress. Et après, s'il faut un petit anxiolytique, et ben pourquoi pas aussi. Je voudrais que tu nous refasses, voilà, comme je te demande à chaque fin de vidéo, de nous refaire une petite synthèse sur la gestion du stress et de l'anxiété qui est tout à chacun, à tout humain, à des angoisses, tout humain, de l'anxiété. Donc voilà. Exactement, le fait de vivre ne peut pas être décorrélé de l'anxiété ou du stress de toute façon. Après, le but, c'est qu'il ne soit pas toxique, enfermant ou limitant. Donc la respiration aide énormément pour le stress, effectivement. Le fait de respirer en conscience, surtout, et pas juste quand on est stressé, c'est-à-dire avoir une petite routine où on devient maître chaque jour, effectivement, de sa respiration, donc de ses émotions par habitude. Et aussi passer à l'action. C'est-à-dire ne pas rester dans un marasme mental, on va avoir peur, on va imaginer tous les scénarios possibles, mais en fait tout sauf celui qui va se passer. Oui, parce que le mental, il t'embarque. Il t'embarque. Je dirais que c'est un incroyable metteur en scène. Tu vois, il est capable de tout imaginer, qu'on a vu tout son contraire, et en même temps, il croit à tout. C'est un enfoiré, le mental? Non, c'est juste un enfant un peu naïf qui est plein de rêves et qui a envie de faire au mieux, je dirais. Donc pour le stress et pour le mental, vraiment de prendre le temps en fait de passer à l'action, de ne pas avoir peur de se perdre pour se rencontrer. J'ai parlé du chemin, le chemin qui est la vie, des fois d'aller un peu dans les extrêmes, c'est-à-dire en dehors du chemin où chercher l'extérieur, ça va nous forcer à nous retrouver à un moment donné. Il faut se perdre pour se rencontrer. Et c'est un petit peu ça, t'as les bagues de chaque côté du chemin, et des fois quand tu t'écartes de ce qui va pas, en fait tu rebondis comme une balle qui te réaligne. Et une belle image, ça, dans le cheminement des médicaments, oui, peut-être qu'à un temps donné, tu en as besoin pour te réaligner. Ça veut pas dire que tu en auras toute ta vie, ça veut pas dire que tu es fou, que tu es moins bien que quelqu'un d'autre. C'est juste que la technologie aujourd'hui effectivement fait qu'on est obligé de trouver un équilibre. Aujourd'hui, si on peut faire ces vidéos, c'est parce qu'il y a un téléphone, une caméra qui filme. Si moi je suis en vie, c'est parce que j'étais en réanimation quand j'étais enfant. Je n'ai prématuré à 6 mois et 1 semaine, j'aurais pas survécu. Je peux pas dire il faut pas de science, faut pas ceci, faut pas cela. C'est trop extrême et surtout ça n'apporte rien de positif parce que chaque personne est différente. Je connais des gens qui ont survécu grâce à la science, aux médicaments, à la mucoviscidose, même si c'est transitoire, enfin il y a des allègements. Est-ce que c'est bien ou pas bien d'aider ces gens? Après ça c'est un autre débat et ça je ne me prononcerai pas là-dessus parce que je trouve que c'est tellement difficile ce genre de sujet. Au niveau de la santé, c'est très compliqué. Il y en a qui disent oui, il faut, c'est la nature, c'est la sélection naturelle. Il y en a qui disent oui, mais non. Enfin, c'est bien que tu mettes de la raison dans tout ça. La raison au sens d'Aristote, je veux dire, de la raison. Et puis de faire confiance aussi à la science et au progrès. C'est ce que tu disais. Bon, là, c'est pas le progrès, c'est la vie elle-même. Quand on découvre une bactérie qui mange le plastique, voilà, la vie a plein de ressources. Et la science fait partie de la vie aussi, donc c'est important de le noter. Ouais, tu vois, il y a quelque chose que j'avais entendu petite de la part d'effectivement, on va dire, de la conscience des guides, qu'importe le mot qu'on met dessus, pour revenir un peu sur le côté spirituel, mais c'est qu'en fait, tout ce qui a une raison d'être, même si on ne la comprend pas. Et ça veut dire qu'en fait, même si pour nous, il y a des choses qui sont bien, pas bien, en fait, qu'est-ce qui est bien, pas bien? Je pense à cette scène où Hitler, à la base, s'était noyé dans une rivière, qu'il a été sauvé de la noyade. Et on a vu au final que sa survie a donné des choses qui peuvent être désastreuses. Est-ce qu'il fallait sauver, pas sauver? C'est très difficile. On ne peut pas porter un jugement sur quelque chose. Il y a des choses qu'on fait qui, on pense, auront des bonnes conséquences, comme Albert Einstein qui a inventé tout ce qui est atomique. Et on voit bien ce que ça donne aujourd'hui. Ça soigne, il y a des médicaments, il y a de la radiothérapie, il y a des choses comme ça. En même temps, il y a des choses qui sont au niveau nucléaire, les bombes atomiques, c'est pas terrible. Enfin, je pense qu'il y a tout et son contraire. C'est comme un couteau. Tu peux choisir de t'étaler du beurre ou de la confiture sur ton pain, ou tu peux choisir de poignarder quelqu'un. Donc en fait, je dirais que ça va être vraiment une conscience de l'aide de la personne, la nature aussi profonde de la personne, et de dire qu'on fait au mieux.
Je dis pas aux gens d'être parfaits, mais d'avoir une vie équilibrée au maximum, c'est ce à quoi je les engage. Et pour être équilibré, des fois, il faut aller un peu dans les extrêmes, il faut se planter. Oui. Quand tu te plantes, ben, tu fais des racines, tu deviens un arbre. Tu expérimentes. Tu expérimentes, la vie, elle est pour ça. Ouais. En fait, faut pas avoir peur des échecs ou mais c'est même pas le mot échec n'est pas juste. Mais de se planter, et de se relever. Je me suis plantée plein de fois, moi. Mais je suis hyper contente. Je me suis plantée en prenant un logiciel plutôt qu'un autre. J'ai testé ceci, j'ai testé ça. Oui, on prend tous la mauvaise direction, la mauvaise route. Pas grave. Une personne pour moi qui chemine sur sa vie et qu'elle peut transmettre à un moment donné, je suis pas encore à ce stade-là, j'ai pas encore 50, 60, 70 ans, mais je trouve que tu as 32 ans, je me permets de dire ton âge parce que tu as une telle maturité pour 32 ans, chapeau. Merci. Voilà. Merci mon petit corps. Ah oui. Ben, merci à toi en tout cas Rosine d'être là aussi, de me permettre de partager tout ça et de faire ces interviews. Oui. Et puis aussi dans l'interview, te pousser aussi dans certains, pas de retranchement, hein, mais aussi de comprendre que voilà, parfois je te fais voilà, j'estime que voilà, parce que dans le discours ambiant quand même, et il faut le dire, dans tout ce discours, et je pense que certains qui nous écoutent seront d'accord, que dans le domaine du développement personnel, il y a quand même à boire et à manger. Hein, on est d'accord, et qu'il est important aujourd'hui de reconnaître ce qui est raisonnable. Ouais. Tu es d'accord? Oui. Et de pas croire n'importe quoi, n'importe qui. On ne joue pas avec les énergies. On n'est pas là à faire... un thérapeute n'est pas un Dieu tout-puissant. C'est quelqu'un qui expérimente comme l'autre. Et trop souvent, certains sont dans l'ego spirituel. Et toi, tu veilles à ça ou tu sens que parfois, tu peux y tomber et tu te rattrapes ou tu sens que ça peut qu'il est important d'y veiller. Dans ce que j'essaye de mettre en pratique chaque jour, c'est d'avoir une écoute permanente. Pour moi, l'écoute, c'est ce qu'il y a de plus salvateur pour soi et pour les autres. C'est ce qui empêche les discordes, c'est ce qui permet de trouver des solutions, c'est une forme de diplomatie, mais c'est aussi une forme pour moi de, comment on pourrait dire, de sacralisation de la vie de l'autre aussi et de notre propre vie. Donc quand effectivement je dis des choses, ça peut paraître un peu dysfonctionnel, mais pourtant c'est ainsi que je fonctionne, c'est que j'écoute ce que je dis au moment où je te le dis. Je vois comment ça résonne dans mon corps, je vois si ça me ferme, si ça me fait mal, ou qu'est-ce qui se passe en même temps. Donc c'est pour ça aussi que je prends toujours le temps de parler lentement, d'écouter ce qui se joue avant de répondre. Et d'écouter aussi quand tu me poses des questions, par exemple, qu'est-ce que ça vient chercher? Est-ce que ça vient chercher la reconnaissance? Est-ce que ça vient chercher de la sécurité? Ça pourrait être différentes choses. Et généralement, j'essaie de faire attention à ça. Et j'ai pas peur de m'excuser. Si jamais je ne sais pas, par exemple, tu peux te tromper? Bien sûr. Heureusement, des choses que je ne sais pas, je peux me tromper. Je pense qu'on ne progresse qu'en se trompant. Quand tu vois que dans les expériences scientifiques, ils font plein d'expériences, ils ont trouvé tout ce qui fonctionnait pas avant de trouver ce qui fonctionne. Ils font par élimination, pareil pour les maladies. Donc de toute façon, pour moi, c'est se tromper. Je dirais pas le mot peut-être tromper, parce que tromper pour moi, c'est aussi se mentir à soi-même. Ce serait plus être dans une forme d'ignorance, tu vois, au début. Ne pas savoir, tu vois, en médecine, j'ai fait médecine en début, il y a une phrase qui m'est toujours restée, c'était qu'un médecin a le droit de pas savoir, mais il n'a pas le droit de se tromper. Ouais. Donc je dirais que c'est plus ça, c'est que je m'autorise clairement à pas savoir, à dire je ne sais pas. Et si jamais une personne vient me voir et que je n'ai pas, ou je me sens pas capable, je vais vraiment lui dire. Ça va pas être pour une question d'argent, ça va pas être pour une question de renommée, même si la personne elle peut être célèbre ou pas, si je le sens pas, je ne le ferai pas. Donc c'est une forme plutôt, je dirais, de respect et d'éthique par rapport à ça. D'accord. Merci Sarah, merci pour tout ce que tu nous enseignes et on continue sur d'autres vidéos. Super, merci pour tout. À bientôt.